Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors, on parlait juste avant de cette mesure phare dévoilée il y a quelques heures par Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle. C'est 1 500 € net par mois pour tous les salariés à temps complet. Vous en pensez quoi, vous ? Ça ne fait pas une grande différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors là, il y a une grosse dispersion. Mais en moyenne, aujourd'hui, un salarié au SMIC à temps plein, y compris la prime d'activité moyenne, c'est compliqué, parce que la prime d'activité, elle dépend de la situation de famille, à peu près 1 480 € net. Ça n'a aucun intérêt alors dans ces cas-là. 20 €. Alors la différence, c'est le maximum, puisque 2 000 €, aujourd'hui c'est un SMIC et demi. Ça s'éteindrait à un SMIC, presque 7, quoi. Donc ça va un peu plus haut dans la gamme des salaires, mais là ça sera au point de ciseaux. Mais ce qui est présenté comme une mesure révolutionnaire, à savoir pas un Français en dessous de 1 500 € par mois. La mesure révolutionnaire, c'était quand on a mis en place la prime d'activité, honnêtement, qui est une bonne mesure. Mais là c'est un petit coup de pouce à la prime d'activité. 20 € par mois. 20 € par mois. Alors, à nouveau, en moyenne, parce qu'il y a une prime d'activité, à nouveau, il y a une grosse dispersion. Alors, il y a un point qui est juste, c'est qu'il y a, que vous avez évoqué avant, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ne demandent pas, qui ne savent pas qu'ils y ont droit, quoi. Alors, il y a une grosse campagne qui a été faite quand même. Il y a beaucoup moins de gens qui sont en dehors du système, quoi. Mais il reste quand même un certain nombre de Français qui ne la demandent pas. Mais sur ceux qui la demandent, ça ne fera pas une grosse différence, quoi. Alors, il ne faut pas oublier en plus que la prime d'activité, ça commence à un demi-SMIC. Donc ça touche aussi les gens à temps partiel. Honnêtement, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi, il y a rien de spectaculaire par rapport à ce qu'on a déjà aujourd'hui, quoi. Tout du moins, par rapport la présentation est peut-être plus médiatique, quoi. Dire 1 500 € net. D'office, sans avoir besoin de la demander. C'est plus simple. Oui, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Faire comme créer une tuyauterie, parce que l'employeur paye et que l'employeur soit remboursé. Mais honnêtement, ça fait pas conceptuellement, c'est une toute petite différence par rapport au système qui est en place aujourd'hui, quoi. Allez, autre sujet, on parle des incertitudes aujourd'hui sur les marchés. On a ce pétrole qui a dépassé les 80 $ le baril de Brent. On a cette hausse des taux longs quand même qui est là en toile de fond, cette incertitude autour du plafond de la dette aux États-Unis avec cette pression mise par Joe Biden. On a l'affaire Evergrande qui n'est pas résolue, loin s'en faut. Est-ce que les investisseurs ont raison d'être méfiants, d'être sur leur garde là ? Alors, je comprends qu'à court terme, les investisseurs soient méfiants. Et donc, le CAC a perdu, on a perdu à peu près 400 points quand même, sur le CAC, 6900, 6500, quoi. Il y a les raisons que vous évoquez. Bon, il y a la Chine. Alors, on se concentre sur Evergrande, mais le sujet chinois, il est plus vaste que ça. On va avoir de mauvaises nouvelles sur la croissance chinoise. Alors, en moyenne annuelle, cette année, ça ne se verra pas beaucoup parce que c'est une année de rattrapage. Mais enfin, la croissance chinoise est plombée par les entreprises qui réduisent leurs investissements, par les consommateurs qui sont hyper prudents, par les promoteurs immobiliers qui sont en difficulté. Il n'y a pas qu'Evergrande. La relance par le budget ne suffira pas. Donc, on va avoir une croissance chinoise l'année prochaine, en dessous. Peut-être ça. Et alors, elle sera peut-être publiée à 5%, mais c'est même pas sûr que ça sera réellement 5%. Deuxième sujet, effectivement, c'est les prix de l'énergie. Alors, les autres matières premières, ça se tasse. Quand vous regardez les métaux, les matières premières agricoles, même les semi-conducteurs, les prix se sont retournés. On a passé le pic. Il reste l'énergie, le pétrole et le gaz. C'est pas du tout la même chose. Le pétrole, il n'y a pas assez de production. L'OPEP refuse de remonter sa production. On va en parler. Donc il nous manque pratiquement 2 millions de barils jour. Enfin, il manque. Et donc là, les prix sont à 82 $. Ils risquent de monter encore. Le gaz, il y a assez de production. C'est un problème de logistique. On n'arrive pas à envoyer le gaz liquéfié là où il faudrait l'envoyer. Par exemple, des États-Unis vers l'Europe ou du Moyen-Orient vers l'Asie. C'est un problème de méthanier, de liquéfaction. Il y a des pannes. Enfin, c'est un problème de logistique, le gaz. Il faut voir que c'est pas un problème c'est un problème de distribution, quoi. C'est pas un problème de production pure du gaz naturel. Bon, le pétrole, alors c'est dans la main de l'OPEP. Si l'OPEP décide que le pétrole peut aller à 100 $ le baril, il suffit qu'ils continuent à ne pas augmenter leur production. Donc c'est une décision politique, c'est pas de l'économie. Pour l'instant, l'OPEP ne fait rien. Pour l'instant, l'OPEP retomber la pression. Il reste dans ce qui était prévu. Il reste dans ce qui était prévu. 400 000 barils tous les mois. Mais ils ne font pas mieux. Et le gaz, il y a quand même plein d'incidents, quoi. Il y a eu des ouragans, il y a des usines de liquéfaction en panne, il y a des bouchons dans les ports, il y a le problème du canal de Panama. Enfin, je vous passe la longue liste des incidents. Il n'y a pas eu de vent en Europe, donc on a vidé les stocks de gaz cet été.
on a eu tous les incidents en même temps. Donc le gaz, ça va à un certain moment s'arranger. C'est probablement les prix du gaz vont à un certain moment redescendre beaucoup. Il faut s'attendre d'ailleurs à ce que ce genre de choses se reproduisent. Comme le gaz, ça va être le backup, comme on dit, l'énergie de second rang derrière les renouvelables. Chaque fois qu'il y aura un problème renouvelable, par exemple pas de vent, qu'on a vu que cet été, on va tirer plus sur le gaz et l'offre de gaz, elle n'est pas très élastique à court terme, donc le prix du gaz va falloir s'habituer. Donc on va avoir du stop and go, on va avoir des grosses volatilités du prix du gaz dans ce modèle où le gaz est l'énergie de secours quand il n'y a pas assez de renouvelables. Donc ce qu'on a vu là, on le reverra, mais probablement avant, il y aura une redescente. Alors, bon, tant que les investisseurs peuvent être aujourd'hui avec... Ah oui, troisième point, si j'oublie avant de répondre à votre question, j'ai besoin d'un troisième point qui est qu'on ne s'inquiète pas assez de l'effet des décisions de politique budgétaire sur la croissance. Donc Biden aux États-Unis ne va pas passer la totalité de son plan. Il y aura sans doute un compromis avec une réduction assez importante de la taille des deux plans d'ailleurs, du plan d'infrastructure et du plan de politique sociale. Et on va avoir un déficit public aux États-Unis en 2022 qui va probablement être de l'ordre de 8% du PIB. Ce qui est mieux parce qu'on était à 15. Oui, et on était à 16 cette année, finalement. Donc on fait moins 8. Alors dans le moins 8, il y a une partie qui vient de la croissance, donc ça ne compte pas. Et il en reste au moins 5 qui sont une vraie réduction du déficit public. En Europe, c'est au moins 2. Quand vous baissez de 5 points le déficit public structurel, donc indépendamment de la croissance, vous tuez votre économie, normalement. Donc, quand on nous dit qu'il y aura 4% de croissance aux États-Unis l'année prochaine, d'abord, c'est de la moyenne annuelle. En rythme de croissance, c'est moins que ça. Et ensuite, je trouve ça assez optimiste, honnêtement, parce qu'on a une vraie contraction budgétaire. Et en Europe aussi. Regardez la France, on était à 8,5, en gros, pour simplifier. L'année prochaine, on va être à 5. Et il y a un bout qui est aussi du cyclique, mais il reste 2 points à peu près, qui est une réduction vraie du déficit. Donc, je pense qu'on va avoir d'assez mauvaises nouvelles sur les prévisions de croissance. Et pour l'instant, les investisseurs ne voient pas encore le retournement de l'inflation. Donc ils sont pris encore une fois en ciseaux avec une croissance, avec moins de croissance et plus d'inflation. Alors le pire pour le marché des actions, c'est qu'il y ait moins de croissance et plus d'inflation. Donc pendant encore un peu de temps, on va être dans cette configuration du pire, où les investisseurs révisent à la baisse leurs prévisions de croissance et révisent à la hausse leurs prévisions d'inflation. À un certain moment, ils vont commencer à réviser à la baisse leurs prévisions d'inflation. Et donc là, ça va se mettre à aller mieux. Donc moi, je pense que le marché des actions, il va être encore assez faible tant qu'on n'a pas vu... Enfin faible, dans le sens... faible, il est faible. Enfin, on est en France, 8% en dessous du point haut. Je veux dire. Donc il va rester assez faible. Même si vous dites que c'est un niveau élevé, c'est vrai, mais enfin, on a redescendu. Tant qu'on n'a pas les signes du retournement de l'inflation. Et ça viendra plus tard, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Malgré tout, ce scénario d'une inflation plus forte et d'une croissance plus faible, encore une fois, gagne les esprits avec cette idée que, de cette thèse de la stagflation et cette poussée inflationniste. D'ailleurs, Luis de Guindos, le vice-président de la BCE, nous dit que cette poussée inflationniste, elle est due à des facteurs structurels. Non, ça dépend ce qu'on appelle structurel. Parce que c'est ce qu'il dit. Oui, mais il n'y a aucune inflation salariale pour l'instant. Quand vous regardez le coût salarial par unité produite, qui est l'inflation salariale en Europe, c'est moins 2% sur un an. Aux États-Unis, c'est 0. Donc il n'y a aucune inflation d'origine salariale. Donc la totalité de l'inflation, c'est les matières premières au sens large. Il y a le prix des containers, etc. Donc il n'y a pas du tout d'inflation structurelle, c'est de l'inflation commodities. Alors, la vraie débat est le suivant. Au début des années 80, quand on a eu le choc pétrolier, ça a fait de l'inflation à 2 chiffres. Pourquoi ça a fait de l'inflation à 2 chiffres? C'est parce que les salaires étaient indexés sur les prix. Il y avait cette boucle. Voilà. Et donc, vous commenciez à faire tourner hausse du prix du pétrole, hausse des salaires, et vous finissez... Parce que les syndicats négociaient au nom des salariés. Voilà. Mais aujourd'hui... Pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune indexation des salaires sur les prix. Alors, si les salaires étaient indexés sur les prix, le gouvernement n'aurait pas besoin de faire des chèques énergie. C'est les salaires qui feraient le travail. Donc les salaires ne sont pas indexés sur les prix, donc il n'y a pas de boucle prix-salaire. Donc on voit l'effet mécanique des prix des matières premières. Alors ça va dans l'inflation sous-jacente, parce que par exemple là-dedans, il y a le prix du transport maritime. Il n'y a pas que de l'énergie. Donc pour l'instant, ce n'est pas de l'inflation structurelle. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on pourrait voir une réindexation des salaires sur les prix? C'est-à-dire, est-ce que les syndicats ont les moyens d'obtenir une réindexation des salaires sur les prix? Pour l'instant, la réponse est non. On ne voit pas ça.
Les salaires en Europe, ils augmentent à peu près 2% sur l'année, quoi. Je veux dire, donc il n'y a absolument aucune réindexation des salaires sur les prix. Aux États-Unis, on est à 3,3. Alors ça dépend, si vous prenez les salaires hebdomadaires, c'est un peu plus de 4. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'accélération des salaires. Ils n'ont certainement pas suivi les prix. Bon, s'il y avait un changement dans l'organisation, dans les rapports de force qui faisait que les syndicats obtiennent une réindexation des salaires sur les prix, alors là, oui, l'inflation deviendrait structurelle. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein. Et sur l'affaire, parce qu'on parlait de la Chine, au-delà du ralentissement économique chinois, sur l'affaire Evergrande, sur ce, on a largement commenté ici, ce promoteur immobilier criblé de dettes, qui est toujours au bord de la faillite, qui aura accepté de signer apparemment, de céder 50% de sa filiale de gestion immobilière. On se dit que c'est un bon signe qu'Evergrande cherche à se délester comme ça d'actifs, à valoriser plusieurs milliards pour se renflouer. Et puis, surpris ou pas que Pékin reste silencieux pour l'instant toujours sur ce dossier? Alors, d'un autre côté, pendant ce temps-là, la Banque centrale injecte des quantités de liquidités dans les marchés en Chine, hein. Donc ils évitent l'effet de contagion. Donc, je pense, alors c'est difficile à savoir précisément, mais mon sentiment, en parlant à nos collègues chinois, c'est qu'ils veulent faire un exemple. Donc, ils ne vont pas sauver Evergrande. Donc, s'il le faut, Evergrande va vendre des actifs et peut-être même vraiment faillite. De toute façon, ils ne remboursent pas leur ligne de dette, hein. Mais que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait un effet de contagion. Voilà, donc on en est à peu près là aujourd'hui. C'est une opération périlleuse quand même, hein. Il ne faut pas se louper, hein. Non, il ne faut pas faire Lehman, quoi. Enfin, il y a plusieurs très grosses différences entre Lehman et Evergrande. C'est que d'abord, à nouveau, que la PBOC, hein, la Banque centrale chinoise, injecte de la liquidité justement pour éviter la contagion, et puis qu'il y a très très peu de banques étrangères qui sont impliquées dans le financement des promoteurs immobiliers chinois. C'est pratiquement que du financement domestique, avec quelques grandes banques et beaucoup de banques moyennes. Et donc, il n'y a pas cette contagion internationale qu'on avait par la détention des titrisations de mortgage, par exemple, dans le cas de Lehman. Donc, il y a à la fois une volonté politique en Chine de circonscrire l'incendie, et puis, il n'y a pas de lien avec la finance internationale, quoi. Enfin, il n'y a pas de lien objectif. Il y a un lien subjectif, mais il n'y a pas de lien objectif. Donc, non, je pense que le vrai sujet après, c'est que les Chinois ont refroidi volontairement la construction. Donc ils sont à l'origine d'ailleurs quelque part de la faillite d'Evergrande. Absolument. C'est eux-mêmes qui ont scié la branche. La limitation des crédits aux ménages, des ratios de bilan extrêmement stricts sur les constructeurs et sur les promoteurs, hein, des ratios de dette sur... Trois, l'obligation d'avoir prévendu avant de construire, hein, ce qui n'était pas la pratique chinoise. Donc il y a toutes ces choses-là qui ont fait que les profits des promoteurs se sont cassés la figure, hein. Les prix de l'immobilier qui ont augmenté très vite, regardez, hein, c'est impressionnant, ralentissent extrêmement rapidement. Et donc, les promoteurs ayant moins de profits ont des problèmes avec leurs dettes, quoi, je veux dire, hein. Et du coup, ils vont moins construire avec ces nouvelles règles, et ça tue le dernier moteur de la croissance chinoise, hein, ce qui évidemment est... Ils se sont auto-sabordés eux-mêmes, autant la hausse des prix de l'énergie. Vous me direz, ils en sont aussi un petit peu responsables, les Chinois, quelque part. Alors, c'est une des causes, hein, c'est le plafonnement du charbon, puisque le charbon était remonté à 70% de la production d'électricité en Chine, alors que l'objectif officiel, c'est de ne pas dépasser 60%. Hein, puis de descendre après. Mais, donc ils ont remis en place des quotas de charbon, ce qui effectivement a fait reporter sur le gaz, avec les difficultés d'approvisionnement dont on parlait avant. Et puis même maintenant, on provoque des coupures d'électricité en Chine, quoi, parce qu'ils sont obligés de couper un certain nombre de productions. Et donc parmi tous les sujets d'incertitude du moment qu'on a évoqués là, notamment aussi ces hausses de taux longs et l'incertitude, ou pas en tout cas du moment à partir duquel la Fed va appuyer sur le bouton a priori, du tapering, ça sera début novembre en théorie. Quel sujet pour vous qui mérite la plus grande attention? Non, mais moi je pense qu'il y a la variable à surveiller, c'est les salaires, quoi. C'est-à-dire que si on avait... Alors, on est pris entre deux feux, parce que d'un côté, on trouverait sympathique que les salaires augmentent plus vite, particulièrement en Europe, quoi, où les bas salaires, mais aux États-Unis aussi. Mais d'un autre côté, il faut se rendre compte que si jamais les salaires se mettaient à accélérer vraiment, on va avoir des politiques monétaires qui vont être beaucoup plus restrictives. Les taux d'intérêt à long terme, alors bien sûr, si d'un point de vue des marchés, on s'excite, ils ont monté de 30 points de base, hein, les taux à 10 ans. Ouais. Bon, on a peut-être 30 points de base aux États-Unis, alors que l'inflation est à 5,3, si vous voulez. Donc pour l'instant, le marché est extrêmement flegmatique, hein. Si tout d'un coup, on changeait de vue et on se disait non, ce truc-là va durer, les salaires accélèrent, l'inflation devient durable, les taux d'intérêt montent énormément, là, déclencher un désastre absolu, quoi, parce qu'il y aurait des problèmes de dette, il y aurait une chute des prix des actifs, il y aurait
les politiques budgétaires Et donc, deviendraient l'indicateur à restrictives. scruter, c'est les salaires. Ce qu'il faut suivre, c'est les salaires. Est-ce que les salaires restent ça, enfin restent à peu Oui, près oui, enfin, un pétrole qui est à 80, qui monte à 90, Oui, mais à Goldman nouveau, Sachs si le voit à c'est un choc 90 dollars. Oui, mais un choc d'ici la fin de pétrolier l'année. pur. D'abord, si le pétrole reste à un moment donné à 80 dollars ou à 85 Après, il y a dollars, plus de- au bout d'un moment, il n'y a plus d'inflation. Quoi. Je veux Ouais. dire, hein, donc l'effet de base des matières premières, il va quand même à un certain moment diminuer. Mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est revenu dans la dynamique des années 80, à nouveau où les prix et les salaires s'auto-entretiennent, ou est-ce qu'on reste dans une dynamique où on voit simplement monter les prix des matières premières et après ils se stabilisent, quoi. Alors, dit autrement, est-ce que c'est un effet d'inflation ou est-ce que c'est un effet de prix relatif? Si c'est juste et la fixation des prix relatifs des matières premières à un niveau élevé, et puis on reste là, c'est pas de l'inflation, c'est un mouvement. Mais après, si ça part dans les salaires, ça devient de l'inflation. Donc pour vous, la hausse des salaires, vous n'y croyez pas plus que ça. Les matières premières, on est quasiment... Ah bah, sauf sur l'énergie, on n'est pas au pic sur l'énergie, mais sur le hors énergie. On n'est pas loin du pic sur l'énergie? À nouveau, pas sûr. Pas sûr, parce que le gaz, ça va mettre quelques mois à réparer. Pétrole, à nouveau, si l'OPEP+, comme on dit maintenant, refuse de produire plus, il y a vraiment il n'y a pas assez de production, quoi. Morgan Stanley nous dit que le seuil de 80 dollars le baril, ça marque l'entrée dans une zone de destruction de la demande. Et l'OPEP ne prend pas le risque qu'avec un prix du baril trop cher, et ben, pour le coup, la demande de pétrole se retourne aussi. Il y a plusieurs risques. Il y a le risque de destruction de la demande, mais il est quand même très faible, hein, en réalité. Non, il y a surtout le risque de réallumage des concurrents. Notamment le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste américain, qui pour l'instant reste à une production assez faible, hein, il n'a pas beaucoup remonté et qui pourrait repartir beaucoup plus vite. Et qui servira de stabilisateur. Mais enfin, oui, la décision de ces derniers jours, enfin, on a l'impression que même 82 dollars, ils ne considèrent pas que c'est un problème, quoi, hein, donc... enfin, à un certain moment, ça va se stabiliser. Et à nouveau, sur le gaz, c'est un problème de mise en place des bonnes... C'est un problème de logistique, à nouveau. Hein. Donc, il faut qu'il y ait davantage de méthaniers, davantage de tuyaux. Il faut que les usines de gazéification marchent à plein temps. Enfin, c'est un problème de logistique qui va quand même s'arranger. Bon, voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Juste sur la Fed, qui se réunit début mois prochain. En début de mois prochain, 2 ou 3 novembre, est-ce que c'est là que formellement la Fed va annoncer le début du tapering avec une mise en œuvre peut-être le même mois, peut-être en décembre? Oui, alors j'arrive pas à m'exciter pour savoir si le début du tapering, comme on dit, c'est novembre ou décembre. Mais c'est vrai que ça excite beaucoup de gens. Mais c'est novembre ou décembre, quoi. Je veux dire, après, on y est là, on y est. Mais après, le vrai sujet, c'est printemps 2022. Si effectivement la croissance américaine est faiblarde, ce que je crois, en particulier avec le problème de contraction budgétaire, et si l'inflation est vraiment à ce moment-là sur une pente très descendante, ils ne vont pas être très énervés dans la réduction de la taille des achats, quoi. Ouais. Donc ils vont réduire la taille des achats, mais moi, je pense qu'ils vont le faire assez doucement, parce qu'au premier semestre 2022, l'environnement ne sera pas très favorable à ça, quoi. Aujourd'hui, on peut penser que l'environnement est favorable, donc ils ont une fenêtre pour commencer. Je ne pense pas qu'ils auront une fenêtre pour aller très vite l'année prochaine. À nouveau, croissance faiblarde. Enfin, faiblarde, ouais, ça fera peut-être que 3,5 en moyenne annuelle, quoi, je veux dire. Ouais. Donc, mais c'est de la moyenne annuelle. Si on fait 3,5 en moyenne annuelle, c'est un rythme de croissance de l'ordre de 2, quoi. Hein, donc c'est une croissance quand même pas très violente. On parlait de la raison tout à l'heure, qui est essentiellement la politique budgétaire. Et puis sans doute un retournement assez rapide de l'inflation. Donc je pense qu'il ne faut pas anticiper non plus une très rapide baisse de la vitesse des achats de la Réserve fédérale. Ce qui veut dire que la remontée des taux longs américains devrait être a priori maîtrisée, sans à-coups. D'autant plus qu'on le sait que ce qui fait les taux longs, et tout le monde le sait, le dit, et les recherches des banques centrales le disent, c'est le niveau d'obligation détenu par la Banque centrale, ce n'est pas le flux d'achat. Donc tant que vous avez une hausse de la taille du bilan de la Banque centrale, l'effet sur les obligations, les taux obligataires, il est très petit. Est-ce qu'il y a le cas ? Il y a toujours une hausse du bilan. Mais il y a deux causes. Hein, dans les taux d'intérêt à long terme, il y a deux causes. Il y a l'inflation anticipée. Ouais. Donc là, elle a monté. Elle ne monte plus aux États-Unis. Hein, elle est stabilisée, mais elle a monté. Et puis, il y a la taille du bilan de la Banque centrale. Au travers de tous ces rachats d'actifs. Voilà. Mais si la taille du bilan de la Banque centrale est simplement stabilisée, bien sûr, si elle montait, bah oui, enfin, c'est un effet, mais je veux dire, il n'y a aucun effet dramatique sur les taux d'intérêt à long terme. Par contre, 2018, début 2019, quand ils réduisent la taille de leur bilan, alors là, c'est un effet de marché extrêmement violent. Aujourd'hui, on n'est pas du tout en train de discuter la réduction de la taille du bilan. Donc il n'y a pas de crack obligataire à attendre. Et juste pour donner un ordre de grandeur, s'ils achètent 120 milliards de dollars par mois, il faut qu'ils achètent 50 pour que le bilan de la Réserve fédérale soit plat.
Ils vont probablement aller de 120 à 50 et je pense à nouveau qu'ils vont y aller assez lentement. Donc on finit là-dessus, pas de risque de krach obligataire? Ah non, mais de toute façon non. Enfin, faut arrêter les parallèles avec 1994 ou 2013. Aujourd'hui, les taux d'intérêt à long terme sont contrôlés complètement par les banques centrales. Ils font ce qu'elles veulent. Donc si elles ne veulent pas qu'il y ait de krach obligataire, il n'y a pas de krach obligataire. Donc non, il n'y aura pas de krach obligataire. Non, les taux d'intérêt à long terme sont là où les banques centrales ont envie qu'ils soient. Il faut quand même comprendre ça. S'ils montent trop vite, ils vont continuer à acheter, quoi, je veux dire. Donc ce n'est plus du tout l'environnement du passé où les banques centrales contrôlaient les taux d'intérêt à court terme et où les taux longs faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Maintenant, toute la courbe est sous contrôle. La courbe des taux, c'est une variable de politique économique, au moins jusqu'aux 10 ans. Alors peut-être pas le 30 ans, etc. Hein. On y viendra. Mais jusqu'aux 10 ans, c'est probablement une variable de politique économique. Bon, merci d'avoir été avec nous. Patrick Merci, Artus, donc, chef économiste de Natixis, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci. Merci.